Bonjour. Je vais vous présenter mon travail de thèse qui porte sur l'interaction dynamique sur les structures, les fondations structurelles. C'est un travail expérimental et numérique qui a été conduit dans le cadre de Mutasif, donc une collaboration entre Terrasol, CPPPI, Central Nantes et l'Université Ostrava-Bielefeld. Vous connaissez avant comme IFSTAR. Donc, avant de vous présenter mon travail, je commence par une petite introduction. Aujourd'hui, on construit de plus en plus des infrastructures, des grands ouvrages dans les pays où les risques sont élevés. Souvent, on a besoin d'utiliser les fondations sur pieux pour augmenter la capacité portante, pour réduire les placements. Et aujourd'hui, ce type de problème, la réponse dynamique d'une structure qui est supportée par des fondations profondes reste encore un problème complexe d'interaction sur les structures. Donc, traditionnellement, on a abordé ces problèmes par des méthodes conservatives, donc avec pour objectif d'assurer qu'il n'y avait pas d'endommagement de la fondation. Mais aujourd'hui, nous avons des nouveaux résultats d'observation sur terrain, d'observation expérimentale et numérique, qui nous permet de mieux comprendre les comportements non linéaires de ces fondations. Donc, cela nous permet d'aller vers une nouvelle philosophie de dimensionnement qui serait prêt à accepter un certain niveau de déplacement en rotation au niveau de la fondation, qui, tout en restant compatible avec la structure supportée, permet d'assurer la sécurité de cette structure. Aujourd'hui, les nouveaux codes de dimensionnement, par exemple l'Eurocode 8, reconnaissent désormais les effets de l'ISS et des mécanismes non linéaires de dissipation d'énergie. Et c'est des mécanismes qui peuvent être importants dans les cas lorsqu'on est confronté à des forces séismiques. Il est clair, et on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus un intérêt pour développer des nouvelles approches qui permettent de prendre en compte ces phénomènes lors des calculs et dimensionnements aussi des fondations et des structures. Donc c'est par exemple des approches de type macroélément et des approches de dimensionnement de type performantiel. Les objectifs de ces tests, de ces travaux de tests, c'était essentiellement deux grands objectifs. Donc, le premier, on cherchait à monter notre compréhension de la réponse dynamique non linéaire interaction sur les structures dans les cas des structures supportées par les fondations profondes. Et le deuxième grand objectif, c'était de proposer une nouvelle méthode numérique qui soit capable qui soit adaptée à résoudre ces problèmes. Donc, c'est le cas, par exemple, de macroéléments d'ISS, dans ce cas en particulier pour les fondations sur pieux. Donc, nous avons retenu une stratégie couplée expérimentale et numérique, donc avec à la fois des essais en centrifugeuse, dynamique en centrifugeuse, et des modèles non linéaires en éléments finis. Ça correspond aux deux volets importants de ce travail de thèse qui ont aidé à alimenter un troisième volet aussi important, qui était le développement du macroélément pour les fondations profondes. Donc, avant de commencer ce travail, nous avons fait une phase de recherche bibliographique assez importante. On s'intéressait à un vaste nombre de questions, notamment la réponse dynamique des pieux et des groupes de pieux. Nous avons regardé des travaux faits dans les dernières décennies et nous avons trouvé que depuis, par exemple, les années 70, on retrouve un nombre relativement important de travail numérique, analytique, expérimental, mais aussi des observations post-séisme qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une meilleure connaissance des mécanismes qui contrôlent la réponse dynamique et non linéaire des fondations sur pieux. Moi, je me suis permis de résumer ces éléments en 5 points. Donc, pour moi, c'est bon contre cette réponse, c'est l'interaction cinématique entre le pied et le sol, les efforts d'inertie qui sont transmis à la fondation par la suite de la structure, l'amortissement relatif, l'interaction pied sur pied, aussi connu comme effet de groupe, et bien sûr les mécanismes non linéaires dans les comportements du système. Lorsqu'on parle d'interaction cinématique, l'interaction cinématique est due à une compatibilité entre les déformations du sol et des pieux. Nous avons un contraste de raideur entre ces deux éléments. Et ces effets, il peut avoir déjà un impact important
dans les cas des efforts qui vont être suivis par la structure, dans ces cas des pieux. Donc, par exemple, lorsque nous avons un contraste des raideurs importantes entre les couches de sol, nous allons avoir des concentrations, des contraintes au niveau de nos pieux, mais aussi au niveau de la sollicitation qui arrive à la base de notre structure. Donc, ici, dans ce graphique, donc on compare la réponse au centre d'un groupe de pieux avec la réponse en surface libre en fonction de la fréquence de sollicitation. Donc, quand ces rapports il est égal à 1, donc cela veut dire qu'il n'y a pas d'impact sur la sollicitation qui arrive à la structure par la puissance de la fondation. Lorsque ces rapports il est inférieur à 1, comme on voit ici, cela se traduit par une déamplification du contenu du signal pour ce contenu fréquentiel. Donc on a un effet de filtre pour cette fréquence. Les trois autres mécanismes qui sont intimement liés, donc c'est l'interaction inertielle, les effets des groupes et l'amortissement radiatif. On peut les observer de manière réelle, c'est par exemple sur les fonctions d'impédance dynamique. Donc ici, je vous montre les fonctions d'impédance pour un groupe de 4 fois 4 queues. Donc à droite, nous avons la partie réelle de cette fonction d'impédance, donc nous avons la raideur. Donc la raideur qui est normalisée par n fois la raideur d'un pieu isolé. Donc ce que qui est tracé en fonction de la fréquence de sollicitation. Ce que l'on observe déjà à la fréquence nulle, nous avons un effet de groupe. Et cet effet de groupe, il évolue en fonction de la fréquence de sollicitation. On voit également comment les différents espacements considérés dans les groupes de pieux ont aussi un impact dans cet effet de groupe et cette évolution avec la fréquence. Il y a, je n'ai pas le temps de tout montrer, mais il y a également d'autres paramètres qui interviennent dans l'impact de ces effets, donc par exemple les rapports des raideurs entre les sols et les pieux, ou les profils des sols auxquels on est confronté, les profils des sols stratifiés, avec probabilité chlorogène, ou le développement du moyen numérique. À droite, nous avons la partie imaginaire, cette fonction d'impédance, qui est liée directement avec l'amortissement. Donc on voit également qu'on a un effet de la fréquence de sollicitation sur la réponse de notre système. Et le dernier point, donc la non-linéarité, cet effet il devient très important et parfois prépondérant dans la réponse de notre système, notamment lorsque nous avons des très fortes sollicitations. Donc on va les retrouver très souvent proche de la surface parce que c'est des endroits où les niveaux de confinement des sols n'est pas très élevé. Et il peut être aussi lié à des phénomènes, par exemple, de collement sol-pieux. Donc c'est un phénomène qui va être très important dans le cas de forte sollicitation. Bien sûr, une fois cette phase des recherches bibliographiques, dans cette phase des recherches bibliographiques, nous sommes intéressés également à la partie expérimentale, donc plus expérimentale. Donc nous avons conduit des recherches et ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, les nombres d'études qui portent sur la réponse des pieux et des groupes de pieux dans des sols argileux ou des sols stratifiés restent relativement faibles, le nombre d'études qui existent. Donc c'est pour cela que nous avons décidé d'effectuer une série d'essais en centrifugeuse avec pour objectif d'incrémenter cette base de données, donc avoir plus de données sur la réponse du système et valider le modèle numérique. Nous avons conduit en total 9 tests en centrifugeuse, donc 2 tests de faisabilité, 2 tests statiques et 5 tests dynamiques. Donc c'est les tests sur lesquels je vais en parler aujourd'hui. Dans tous nos tests dynamiques, nous avons utilisé un profil de sol multicouche, avec 3 couches, donc une couche de sable dense en bas, une couche d'argile surconsolidée de forte épaisseur et une petite couche de sable dense en surface. Nous avons utilisé des pieux qui sont encastrés toujours d'un diamètre au niveau de la couche de sable dense en bas. Et l'objectif de cette configuration, c'était de reproduire une configuration qui est susceptible de trouver dans une zone à risque sismique. Nous avons utilisé, instrumenté de manière très forte mon CC, donc avec une panoplie des capteurs. Donc, par exemple, ce que vous voyez en rouge, c'est les capteurs de l'accéléromètre. Donc, nous avons placé dans nos tests de manière à obtenir la réponse, certaines réponses qui sont intéressantes dans l'analyse. Donc, par exemple, cette colonne d'accéléromètre nous permet d'avoir la réponse de notre surface des sols.
c'est notre logiciel, pardon. Les accéléromètres sur les conteneurs nous permettent d'étudier la présence ou pas d'effet de bord et quantifier leur importance sur la réponse. D'autres capteurs intéressants seraient par exemple les capteurs de pression interstitielle. Nous avons également des capteurs d'éléments, donc qui nous donnent accès aux valeurs TVS à différents endroits de notre profil de sol. Donc pour les deux premières pièces dynamiques, nous avons choisi une configuration qui porte avec un pieu seul, donc c'est un cas d'interaction cinématique pure. Le troisième test, nous avons reproduit la même configuration, mais cette fois-ci on a rajouté une masse en tête du pieu, donc on rajoute un effet inertiel à la réponse. Ensuite, on s'intéressait à la réponse d'un groupe de pieux, donc nous avons un groupe de 5 pieux, dont 3 des pieux ils sont en tête. Donc ces pieux ils sont reliés en tête par un chevette rigide et qui supporte dans ces cas une superstructure avec un faible rapport d'avancement. Enfin, les dernières tests, on voulait étudier l'impact de ces rapports d'avancement, donc on a reproduit la même configuration. Et cette fois-ci, on a utilisé une structure avec un rapport d'avancement beaucoup plus important. Donc la première question qu'on s'est posée, dans la partie expérimentale, c'est peut-être une des questions les plus importantes de ce travail de recherche, c'est est-ce qu'avec un montage qui est relativement complexe, le passage qui est relativement long, nous sommes capables de reproduire le même profil des sols entre nos différents tests. Donc pour cela, nous avons bien sûr regardé les différentes mesures que nous avons dans nos tests. Et une de ces mesures, c'est les mesures de l'élément. Nous avons la valeur de vitesse des indexations à 300 placements dans notre profil des sols. Donc quand on compare ces résultats, ce qu'on observe, c'est que la productivité est très bonne entre les différents tests. Donc on a une différence très faible. Et cela nous permet de faire une comparaison directe entre les réponses des différents tests, ce qui est très important pour les comparaisons qui viennent ensuite. Donc, dans nos tests, nous avons appliqué deux types de signaux. Donc, des séismes réels large bande, Dandert et Northwich. Donc, on s'intéressait à étudier la réponse de nos systèmes soumis à une sollicitation multifréquentielle. Et en plus, nous avons appliqué avec deux niveaux d'amplitude différentes. Donc un niveau d'amplitude relativement faible pour voir la réponse du système à faible amplitude, et ensuite une forte amplitude pour voir l'impact de non-linéarité qui se développe dans le système sur la réponse du problème. Et également, nous avons utilisé des signaux monofréquentiels, donc à 4 fréquences différentes, et aussi à 2 niveaux d'intensité. Donc dans ces cas, l'intérêt c'était de voir l'évolution de la réponse de notre système avec la fréquence et également avec le niveau d'intensité et donc les non-linéarités qui se développent dans le système. Donc un des premiers résultats que nous avons regardé, c'est la réponse en termes d'accélération. Donc nous avons utilisé les enregistrements au niveau de la colonne d'accéléromètre que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc déjà on peut observer, vous voyez ici à gauche, pour un séisme de faible amplitude, on peut déjà observer une amplification du signal depuis les bas vers les hauts. Et dans le cas du même séisme, mais à la plus forte amplitude, on observe en bas de notre profil de sol une amplification, un coup de sabotance. Et tout de suite, quand nous traversons la couche d'argile, on voit qu'il y a une forte amplification de l'amplitude de notre signal. Donc cela nous donne déjà des indices sur la forte non-linéarité qui se développe dans notre système. C'est l'emplacement de ces non-linéarités. Une autre manière de regarder ces résultats et en plus avoir une information ce qui respecte les contenus potentiels, c'est comparer les spectres de réponse entre la base de notre colonne et proche de la surface. Donc pour cela, je vous montre ici les spectres de réponse. C'est la moyenne obtenue à partir des spectres de réponse des différents tests. Et on crée, vous voyez, c'est des écarts types. Déjà, on a observé des écarts types qui restent assez petits. Donc, ils nous donnent déjà une autre indication sur la non-répétabilité de nos tests. Et dans les cas des séismes à faible amplitude, ce qu'on constate, c'est une amplification sur la presque totalité des fréquences de notre signal. Et dans le cas des forts séismes, donc, ce qu'on constate, c'est qu'à partir de Hz, on a une presque
l'amplification de notre signal elle a lieu sur la précipitalité de ces fréquences supérieures à Hz. Et nous avons créé l'amplification à moins de Hz. Cela nous donne déjà notre indication sur la non-linéarité dans notre système. Nous allons bien sûr regarder l'impact de chacune des couches de notre système sur l'impact global. Ce que nous avons constaté, c'est que lorsqu'on utilisait la réponse de la couche d'argile, on obtenait des réponses, une allure de réponse qui était très proche de l'allure qu'on obtenait pour le profil des sols. Autrement dit, ça nous indiquait que cette couche contrôlait de manière importante la réponse du système. Donc, on a cherché à comprendre mieux les mécanismes qui développent dans cette couche. Donc, pour cela, nous avons étudié, nous avons fait une étude fréquence temps. Donc, on présente la fonction de transfert entre la base et la partie supérieure de la couche d'argile. Donc, c'est le résultat que je vous montre ici. Donc, cela nous permet, dans le cas d'un séisme faible, déjà de voir l'évolution de la fréquence de réponse au niveau de cette couche entre le début du séisme et la phase forte du séisme. Donc, déjà, par exemple, cette dégradation, si on fait d'estimation, on se retrouve avec un facteur entre 0,6 et 0,7 Gmax de dégradation. Et dans le cas des forts séismes, en fait, ces dégradations deviennent brutales. Donc, on a une chute importante de la fréquence des réponses entre le début du signal et la phase forte du séisme, qui indique qu'il y a une très forte non-linéarité développée dans le niveau de cette couche. Un autre résultat très intéressant, qu'on a regardé de manière très proche, de manière intensive, c'est les résultats en termes de profil des moments au niveau des pieux. Donc ici, je vous montre la réponse pour les cas avec un pieu isolé, donc les cas avec un pieu en masse en tête, donc un cas d'interaction cinématique pure, et les cas où nous avons en plus une masse en tête, donc nous avons rajouté un effet inertiel. Donc nous avons essayé de comprendre l'effet de ces effets inertiels sur la réponse. Donc, lorsqu'on observe les profils de moment maximal entre ces différents tests dans le cas d'un séisme faible, donc on observe qu'il y a les effets inertiels ont une importance jusqu'à une profondeur d'environ 5 diamètres, voire 6 diamètres en fonction du séisme impliqué. Et lorsque le séisme impliqué il y a une forte amplitude, cette influence devient plus importante, et donc on va jusqu'à 10 diamètres de profondeur. Ensuite, nous allons regarder également les réponses des cas avec un groupe de pieux. Donc, ici, je vous montre un cas pour lequel l'évolution de notre système nous donne un résultat qui est très intéressant à analyser. Donc, nous avons soumis nos tests à un signal sinusoïdal, à un Hertz, sur un G à la base. Donc ici, je vous montre la réponse en termes de profil du moment dans deux pieux de notre groupe de pieux. Et ce qu'on observe, c'est que l'enveloppe de moment maximal, il atteint au bout de quelques premiers cycles. Ensuite, nous avons une stabilisation de la réponse maximale en termes de profil de moment dans nos pieux. Ça, c'est pour les cas avec une structure probablement avancée. Dans les cas avec une structure plus avancée, on observe qu'on attend cette même réponse au bout de quelques premiers cycles, mais ensuite la réponse en termes de moment maximal, elle évolue à la fois en amplitude, mais aussi en termes de profondeur à laquelle on retrouve cette amplitude maximale. Une autre manière de voir ce résultat, qui est un peu plus simple à regarder à l'oreille que la vidéo, c'est de tracer des points de moment normalisés en fonction de la profondeur et du temps. Donc on voit ce qu'on a observé sur la vidéo, c'est dans le cas où les structures prononcées, on obtient la réponse maximale et obtenue au bout de quelques premiers cycles, et ensuite nous avons une stabilisation de la réponse de notre système. Alors que dans les cas où nous avons une structure plus avancée, donc cette réponse, on retrouve à peu près la même réponse pour les premiers cycles, mais ensuite le système continue à évoluer. Nous avons vu tout à l'heure, en amplitude, mais aussi la profondeur à laquelle on retrouve cette amplitude maximale du moment fléchissant.
D'autres résultats intéressants qu'on a constatés dans tous les tests, c'est que la réponse entre les différents pieux en termes de profil d'hormones reste très proche. Et aussi que les moments proches de la pointe du pieu, je vous rappelle, les pieux sont encastrés en diamètre dans les sables et dans le bas, ils ne sont pas négligeables. Et ces constats, on a fait sur la totalité des essais dynamiques que nous avons conduits, que ce soit avec un pieu isolé ou avec un groupe de pieux. Donc cela nous rappelle l'importance de ces effets cinématiques de ce que nous avons en contraste des rayons entre les différentes couches de notre système. Dans ces cas, on a essayé de comprendre l'effet par l'impact des effets inertiels sur la réponse. Donc ici, je vous compare l'enveloppe de moment maximal entre le cas d'un pieu isolé, donc le cas d'interaction cinématique pure, et deux cas avec un groupe de pieux et une superstructure. Donc ce que l'on observe, c'est que la radiation inertielle semble jouer un rôle important dans les premières mètres de notre système. Et cela permet d'expliquer, en quelque sorte, les évolutions complexes que l'on a fait dans les derniers tests avec les structures élancées, comme une interaction entre les effets cinématiques et inertiels. Donc, pour conclure donc ce travail expérimental, quelques conclusions. On a observé que nous sommes capables de reproduire de manière très satisfaisante les profils de seuil entre différents tests. Que les effets cinématiques ne sont pas négligeables, il faut toujours les avoir en tête, notamment lorsque nous avons des profils stratifiés. Que les effets inertiels et cinématiques peuvent interagir ensemble sous certaines conditions, pour certaines configurations, donc par exemple on peut traiter en fonction du rapport d'avancement et du rapport entre la fréquence d'échauffement et la fréquence de réponse de notre profil de seuil. Et si je récupère les 5 points que vous avez identifiés au début comme étant les points qui contrôlent la réponse d'un système des pieux ou des groupes de pieux, donc ces études nous sont données un peu plus d'informations sur cette interaction cinématique, notamment dans le cas des profils stratifiés, une meilleure compréhension des effets inertiels, et surtout l'interaction qu'il peut y avoir avec ces effets cinématiques. Malheureusement, les essais en centrifugeuse ne sont pas capables de reproduire l'amortissement radiatif, de ces limitations techniques. L'effet pied sur pied, l'effet des groupes, donc c'est un effet qui est sûrement pressant, mais c'est un effet qui est compliqué à capturer normalement avec les enregistrements, le type d'enregistrement bien sûr que nous avons dans les essais en centrifugeuse. Et bien sûr, nous avons observé une forte effet de la non-linéarité sur la réponse. En parallèle, ce travail expérimental, nous avons conduit sur les travaux numériques. Donc, les travaux numériques, l'objectif c'était de confronter les modèles numériques éléments finis non linéaires aux résultats expérimentaux et étudier leur capacité à reproduire la réponse de notre système. Donc, nous avons choisi deux approches pour reproduire la non-linéarité. Donc, une approche linéaire équivalente, telle que l'on pratique habituellement dans les bureaux d'études, et une approche un peu plus sophistiquée avec des bases de comportement non linéaires, de type hypoplastique, pour représenter les sables élargis. Donc, pour les sables, on a utilisé la formulation de Wolfers-Sor. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a cherché à calibrer les paramètres de manière à reproduire au mieux les essais en laboratoire pour ce type d'essai. Pour l'argile, nous avons utilisé la formulation de Massine. Donc, pareil, on a essayé de calibrer les paramètres pour reproduire au mieux les essais en laboratoire. Et nous avons prêté une attention particulière à la bonne calibration du comportement cyclique de cette IA, pour essayer de reproduire au mieux la réponse de cette matériau, puisque nous avons observé dans les essais en centrifugeuse qu'il contrôlait de manière importante la réponse de notre système. Donc, nous avons reproduit des configurations testées centrifugeuses, donc à la fois avec un pieu isolé, mais aussi un groupe de pieux. Donc les pieux et les seuils, nous avons représenté avec le modèle unique. Les chevêtres, les superstructures, nous avons utilisé des masses, des éléments de type poutre et des liaisons cinématiques. Nous avons reproduit
des conditions aux limites de ces modèles proches de celles que l'on retrouve dans les conteneurs utilisés en centrifugeuse. Et nous avons appliqué les signaux appliqués à la base de notre modèle. C'est les mêmes signaux que nous avons enregistrés dans les essais expérimentaux. Dans les cas du modèle où nous avons utilisé des lois de comportement non linéaire, de plastique, nous avons en plus rajouté des éléments de contact, donc avec un algorithme de pénétration et une loi de type Coulomb. Donc les paramètres pour l'argile, c'est des paramètres que déjà d'autres équipes de recherche ont déjà calibrés, on trouve dans la littérature calibrés. Et dans les cas du sable, on a récupéré tout simplement des paramètres qu'on retrouve dans les essais au laboratoire. Nous avons regardé les différents résultats de ces modèles numériques, mais un résultat auquel on a prêté une attention particulière, c'était les résultats en termes de profil d'enveloppe de moment maximal pour les différents tests, pour les sollicitations à faible amplitude et à forte amplitude. Donc ici, je vous compare en bleu les réponses enregistrées dans les essais en centrifugeuse. En vert, en pointillé, c'est la réponse du modèle numérique linéaire équivalent. Donc, ce qu'on a pu observer avec ces modèles, c'est que lorsqu'on a des fortes sollicitations, on a une sous-estimation presque systématique des efforts en tête du pieu, d'origine inertielle, et on retrouve également des sous-estimations de la réponse du pieu, soit des contrastes de raideur entre différentes couches, donc on retrouve déjà un profil de sol au départ, soit au niveau des contrastes de raideur, que j'appelle fictifs, qui apparaissent au moment de construire les modèles, les profils de sol linéaires équivalents avec des approches de propagation d'ondes en de type shake. Lorsqu'on rajoute la linéarité, donc avec les lois du comportement hypoplastique et ce monde de contact, ce qu'on observe, c'est qu'on arrive à reproduire un peu mieux cette réponse, donc un peu mieux. Et cette observation, on les retrouve également dans les cas des groupes de pieux. La seule particularité, c'est que dans les cas d'une approche non linéaire, on surestime de manière presque systématique les efforts à la tête des pieux, ce qui est sans doute lié au problème à reproduire les mêmes conditions de limite en tête des pieux que nous avons en réalité dans les cas expérimentaux. Nous n'avons jamais un encastement parfait. Donc jusqu'ici, on peut s'intéresser à la réponse du système, donc à la réponse dans les pieux, à la réponse de notre échelle sur la superstructure, soit en analyse expérimentale, soit en numérique. Les observations effectuées pendant cette partie du travail, on les a appliquées aussi dans le développement de macroéléments. Dans ces macroéléments, on cherche à reproduire la réponse apparente du système d'exploitation avec le sol. Donc cette approche, il n'est pas nouveau, c'est une approche qui a été beaucoup développée, surtout les deux dernières décennies. Donc déjà pour les fondations superficielles. Je pense que je pourrais passer plusieurs minutes à nommer tous les travaux qui existent déjà sur les sujets. Et les 10 dernières années, il y a les mêmes démarches pour les fondations profondes. Donc il y a des travaux qui ont été effectués, mais qui restent pour l'instant, aujourd'hui, restés restreints à des cas des simples, des puits isolés ou des petits groupes de pieux avec deux pieux. Donc nous, pour traiter les cas d'un groupe de pieux avec un nombre quelconque de pieux, nous avons imaginé une approche modulaire. Dans cette approche modulaire, on vient s'intéresser à reproduire la réponse de nos modèles à différents niveaux. Donc, en premier niveau, on s'intéresse à reproduire la réponse d'un puits isolé. Un deuxième niveau, dans lequel on s'intéresse à reproduire la réponse non linéaire statique d'un groupe de pieux. Un troisième niveau, dans lequel on s'intéresse à reproduire la réponse dynamique d'un groupe de pieux. Pour les premiers niveaux, nous sommes répartis des travaux de texte, des tests existants. Donc, travaux de test qui ont développé un macroélément pour un puits isolé, qui permet de reproduire la réponse non linéaire et statique de chacun des pieux dans un groupe de pieux. Donc, on utilise un macroélément puits isolé pour reproduire chacun des pieux dans notre groupe de pieux. Dans cette formulation, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de la formulation, mais elle relie les torseurs de déplacement et les torseurs d'effort en tête
de notre pieu. Il est formulé selon une loi typico-plastique, qui est basée sur les macro-éléments via une formation superposée développée par professeur Tamanini et ses collaborateurs. Et dans cette formulation de deux éléments phares, c'est qu'on indique une surface de rupture analytique qui contrôle la capacité portante de notre pieu, et on introduit un concept type distorsion intergranulaire pour reproduire le comportement cyclique des entités de notre pieu. Au deuxième niveau, on s'intéresse à reproduire l'effet des groupes statiques, d'interaction pieu sur pieu. Pour cela, nous avons retenu l'approche des facteurs d'interaction, tels que proposés par Poulos et Davis. Donc, c'est des facteurs d'interaction, soit on retrouve dans la littérature, ici déjà des facteurs d'interaction formulés de manière analytique, soit c'est des facteurs d'interaction qu'on peut formuler de manière numérique, en partie dans peut-être des calculs. Donc, le concept, il est simple, mais très puissant. Donc, il se résume l'incrément de déplacement en tête d'un pieu. On peut l'obtenir comme étant l'incrément de déplacement en tête du pieu dû aux chargements qui sont impliqués à ces pieux, plus la somme de tous les déplacements induits par les déplacements des pieux voisins. Donc, ça, on peut l'obtenir facilement avec cette formule de superposition. Dans le cas d'un groupe de pieux avec un pieu, donc on peut formuler ceci sous forme matricielle. Donc, vous voyez ici cette matrice, j'appelle A, c'est la matrice des facteurs d'interaction. Et on peut relier l'incrément des déplacements de chacun des pieux avec l'incrément des forces et sa raideur en tête. Lorsqu'on substitue ces éléments dans la formule précédente et on opère, en fait, on retrouve que si on multiplie la matrice des raideurs du groupe des pieux en considérant chacun des pieux, mais sans l'interaction entre les pieux, par la matrice inverse des facteurs d'interaction, on obtient K étoile, qui est la matrice des raideurs de notre groupe de pieux, en prenant en compte les effets d'interaction pieux sur pieux. Dans notre cas, on s'intéresse uniquement à la réponse au centre de la fondation. Donc, on rajoute en plus une étape supplémentaire, donc c'est une étape de condensation statique. Donc, on condense tous les degrés de liberté et on garde quelques degrés de liberté au centre de la fondation pour arriver à avoir une matrice de raideur, que j'appelle macroélément statique pour un groupe de pieux. Donc, c'est une matrice 6 x 6 au centre de la fondation et obtenir également les vecteurs des forces internes. L'un des formalistes d'un élément fini qu'on peut trouver dans n'importe quel code de calcul. Le troisième niveau, en fait, on intéresse à ajouter ces effets de fréquence et d'amortissement relatif. Nous avons proposé plusieurs configurations possibles pour introduire ce phénomène. Donc, la première configuration, qui est un peu la plus sophistiquée, donc on utilise un macroélément pieu isolé pour reproduire chacun des pieux de notre groupe de pieux. Les facteurs d'interaction statique, tels qu'on a vu précédemment, pour reproduire cet effet de groupe statique. Et un modèle rhéologique qu'on vient coupler en parallèle avec les macroéléments statiques pour reproduire ces effets de la fréquence et de l'amortissement relatif. Une deuxième configuration qui est un peu plus simple que la précédente et qui vient un peu relier les méthodes usuelles des bureaux d'études. On viendrait représenter chacun des pieux par un macroélément pieu isolé. On rajouterait les traits de groupe par des facteurs d'interaction statiques. On viendrait modifier ces facteurs d'interaction par un modificateur dynamique constant calibré à la fréquence du DSS. Et on rajouterait l'amortissement relatif par des amortisseurs visqueux. Donc, pour valider ce modèle, pour ces performances, nous avons retenu un cas d'étude qu'on retrouve dans la littérature. C'est un groupe de 2 fois 2 pieux, dans un sol homogène. Et donc, la première démarche était de calibrer les différents paramètres de notre modèle, donc niveau par niveau. Donc, on commence par le premier niveau, donc le modèle qui reproduit la réponse linéaire d'un pieu isolé. Donc, il ne faut pas avoir peur avec le nom des paramètres parce qu'une grande partie de ces paramètres, ce sont, comme vous le retrouvez de manière très simple. Donc, les 4 premiers paramètres, c'est la raideur élastique, en tête des pieux.
ce traiteur élastique, soit on peut l'obtenir de manière analytique à partir des promesses que personne peut retrouver déjà dans les robots pour certaines configurations, ou de manière numérique, avec un modèle numérique, mais qui est rapide parce qu'on reste linéaire. Ces trois paramètres qui contrôlent la surface et la forme de la surface de lecture analytique que je vous ai montré tout à l'heure. On peut soit utiliser les formules analytiques qui existent déjà en littérature pour les configurations numériques, soit avec l'appuyer numériquement, soit avec un modèle type élément fini, duquel on utilise uniquement un pieu et on fait un chargement momentum, soit par exemple avec des modèles de type PY, dans lesquels on a déjà la même linéarité et on peut déjà estimer les forces et les moments de rupture de l'outil. Pour les paramètres restants, donc les paramètres kappa, ils sont paramètres qui servent essentiellement à gérer l'évolution de la non-linéarité en fonction du niveau de chargement. C'est un paramètre qu'on calibre très rapidement en comparant la réponse du macro-élément avec la réponse d'un pieu soumis à un chargement monotone latéral. Et les 5 paramètres restants, quand on les étudie le plus proche, on peut apercevoir que les paramètres ils sont interconnectés. Donc on peut très facilement, déjà les 3 premiers paramètres, on peut prendre une valeur par défaut et se limiter à jouer avec les 2 paramètres restants, les modifier légèrement entre la synthèse des valeurs plus ou moins connues pour reproduire de manière très précise la réponse de notre cyclique de notre cube. Production niveau, donc ici j'indique, c'est une calibration, mais en fait c'est pas vraiment une calibration. On s'est limité à reprendre des facteurs d'interaction analytique qu'on retrouve dans la littérature. Et on était déjà content de voir que rien qu'en faisant ça, en fait on arrive à reproduire. Nous allons rien rajouter, on reproduit de manière très satisfaisante la réponse de notre groupe des pieux dans les statiques, déjà sous chargement monotone, mais également lorsqu'on applique un chargement cyclique. Et au 3e niveau, donc au 3e niveau, donc ici là c'est le macro-élément, un groupe des pieux statique. On rajoute en parallèle un modèle rhéologique. Ici nous allons rajouter le modèle proposé par Saito. Donc un modèle qui est composé juste de quelques ressorts, quelques amortisseurs et quelques masses. Donc on cherche à les calibrer pour reproduire déjà après de formation de notre modèle la même fonction d'impédance. Donc ça c'est un truc simple à calibrer. Et lorsqu'on applique une sollicitation avec une plus forte amplitude, on constate qu'on arrive à reproduire de manière très satisfaisante la même réponse qu'on a dans un modèle linéaire, dans un modèle élément fini non linéaire. Pour finir cette étape d'évaluation, nous allons rajouter à notre fondation une superstructure. Nous allons appliquer à la base deux séismes. Nous allons comparer la réponse de notre modèle de macro-élément avec la réponse d'un modèle non linéaire, un élément fini. Donc, ce qu'on constate, c'est que la réponse en termes d'accélération et de déplacement, dans tous les cas, elle reste très proche. Mais, bien évidemment, dans les cas de macro-éléments, le coût numérique il reste plusieurs sortes de grandeur inférieures à celles qu'on a dans un modèle numérique complet. Donc, à ce moment, on avait un macro-élément qui est capable de reproduire la réponse statique et dynamique d'un groupe de pieux. La question suivante qu'on s'est posée, c'est très bien, comment est-ce qu'on peut appliquer ces nouveaux développements dans les cas d'un projet réel. Donc pour cela, on s'intéressait à reproduire la réponse dynamique des 20 pylônes du pont de l'Atlantique, au Panama. Donc dans notre modèle, nous avons reproduit les pylônes tout simplement avec un modèle de Rochelle. Et la fondation, qui comporte 35 pieux, donc nous l'avons reproduit avec un modèle de type macro-élément. Dans notre étude, nous avons comparé 3 conditions à la limite à la base de notre structure. Donc on va s'encastré, une condition ISS élastique, et une 3e, donc ISS non linéaire, donc en utilisant des macro-éléments que je vais en niveau précédent. Pour ces cas d'application qui restent proches des applications d'un bureau d'ingénierie, nous avons choisi d'utiliser les outils d'approche. C'est un peu plus simple que celui que
que je viens de vous montrer. Donc, on utilise à nouveau des macro-éléments QSLE pour reproduire la réponse non linéaire de chacun des queues dans le couple de queues. Ensuite, on rajoute l'effet des groupes par des facteurs d'interaction en équipe qu'on trouve dans la littérature. Et on rajoute des modificateurs, gamma 7 et gamma 4, qui dont on connaît numériquement à la fréquence d'ISS, pour reproduire le même effet des groupes à la fréquence d'ISS de notre système. Et enfin, on rajoute en parallèle l'amortissement relatif avec deux amortisseurs discrets. Donc, avec également la fréquence d'ISS. Dans ce cas, on applique un jeu d'accélérogramme pour un cas sismique particulier. Et donc ici, je vous montre en fait les résultats de ce type de calcul. Donc pour chaque accélérogramme réel, donc, on applique un facteur d'échelle pour avoir différents niveaux de PGA. Donc cela nous permet d'avoir l'évolution de la réponse, un paramètre de la réponse de notre structure en fonction du niveau d'échantillon. Chacun des points correspond à une estimation numérique. Nous, on s'intéresse essentiellement à l'évolution du système en termes statistiques. Donc, on compare ici la réponse en termes de médianes entre les différentes conditions à la base de notre structure. Donc, en bleu, vous voyez les conditions en base encastrée. En orange, c'est les cas où nous avons une ISS linéaire. Et en noir, les cas où nous avons une ISS avec prise en compte de non-linéarité. Vous voyez déjà l'impact que cela a sur la réponse du système. Pour mettre ça un peu plus en valeur, donc je trace directement les rapports entre la réponse basse encastrée et ISS linéaire. Donc ici, c'est la diminution des efforts à la base et la diminution des moments de basculement à la base. Donc déjà, on voit que prendre en compte l'ISS élastique a déjà un impact important sur la réponse. Et lorsqu'on prend en compte en plus la non-linéarité, donc cet impact, il est de plus en plus important. Et lorsque nous avons une civilisation de plus en plus importante, donc on développe de plus en plus de non-linéarité, donc ça s'est fait de manière très importante. La réduction qui pouvait arriver jusqu'à l'ordre de moins 50% sur l'effort tranchant et le moment de basculement à la base de la structure. Donc cela peut avoir un impact très bénéfique au niveau du dimensionnement de la fondation, mais aussi au niveau des dimensionnements de la structure. Et un dernier aspect qu'il faut pas oublier, c'est que cette approche du macro-élément, c'est une approche non linéaire. Et donc, il nous permet d'accéder directement aussi à différents résultats qui peuvent être intéressants au monde du dimensionnement. Donc, par exemple, les déplacements résiduels. Donc, si je traçais les déplacements résiduels en tête de la structure, en fonction de la civilisation, ou la rotation résiduelle à la base de la structure. Donc, c'est des paramètres pour lesquels on peut établir certaines limites à respecter, par exemple en phase de dimensionnement et des suffrages. Pour finir avec quelques conclusions sur le travail numérique et le macro-éléments, ce que nous avons constaté avec le modèle d'éléments finis 3D complet, c'est que l'approche linéaire équivalente, faut faire attention parce que nous avons des civilisations avec un niveau important à pas sous-estimer ou sous-estimer la réponse des pieux dans les conditions. Dans le cas des approches non linéaires, on retrouve une réponse qui se rapproche mieux de la réponse observée par exemple dans les expériments. Par contre, les coûts numériques et les calibrations de ces modèles restent assez importants. Et les enseignements tirés du volume macro, on a constaté que c'est un outil adapté au traitement des problèmes d'ISS, notamment dans son approche de type performantiel. Et une observation qui est assez intéressante et très pratique, c'est que c'est pas dans la continuité des approches classiques. Beaucoup de ces paramètres sont déjà disponibles. Donc, nous avons déjà lancé un outil classique dans le durée d'étude. Et on peut également imaginer qu'il peut être placé directement dans un schéma de dimensionnement d'une structure, tel qu'on fait aujourd'hui, mais nous permettant d'aller au-delà de limites des approches de calcul actuelles. Donc, pour finir ma présentation avec quelques conclusions générales et quelques perspectives, ce qui concerne le travail expérimental,
tous les tests que nous avons connus aujourd'hui, cela rajoute beaucoup de nouveaux résultats et qui nous permettent d'avoir une meilleure compréhension de certains phénomènes. C'est important dans le cas de la réponse des pieux et des groupes de pieux. L'outil numérique, donc, on a surtout mis en avant les limitations, mais sur les capacités des différents modèles de calcul. Et dans le cas du macro-monde, aujourd'hui, on dispose déjà d'un nouveau outil. Donc, dans ce cas, on est capable de reproduire la réponse d'un groupe de pieux, déjà statique, mais aussi dynamique. Et comme on a vu, on peut l'incorporer directement dans les études qui sont conduites, par exemple, dans les bureaux d'études. On pourrait aussi imaginer qu'au niveau de recherche, on pourrait les utiliser pour étudier de manière plus approfondie les effets de l'ISS sur la réponse de notre structure. Donc, perspective, j'ai monté beaucoup de perspectives, donc je vais tracer rapide. Donc, du point de vue expérimental, une perspective déjà que tout ce travail, nous avons une quantité de données très importante. Donc, il y a encore beaucoup d'analyses à effectuer sur ces données. Un travail à effectuer encore. On peut bien imaginer qu'il y a de nouvelles configurations qui peuvent être testées dans des travaux de recherche à venir. Et pour moi, il me semble important de mettre en avant les aspects du développement de non-linéarité et l'influence, l'interaction entre le niveau de non-linéarité et les fréquences de chargement. Un aspect pour moi à approfondir davantage. Du point de vue numérique, donc il y a bien sûr la possibilité d'étudier des configurations plus complexes, donc avec des groupes de plus importants, différentes configurations, différents types de stratigraphie. Et il y a aussi une autre réflexion, je vais démonter ici, mais c'est vrai, qui découle un peu des études que j'ai effectuées. Il y a aussi une réflexion peut-être à mener sur les méthodes de calcul que l'on peut utiliser pour les dimensionnements de ces fondations, de ces pieux, lorsqu'on est soumis à des forts niveaux de sollicitation. Alors, il y a peut-être, pour revoir peut-être les outils qu'on utilise aujourd'hui, dans les cas où on va se placer avec des très forts niveaux d'intensité. Dans les cas du développement macro-éléments, des éléments qui restent, des questions qui restent encore à répondre, c'est étudier l'implémentation, par exemple, de l'amortissement radiatif et son interaction avec la non-linéarité. Déjà, comme on prend ça en compte dans le modèle, on le rajoute en série, en parallèle, on ne rajoute pas lorsqu'on dépasse un certain niveau d'intensité de la sollicitation. Et aussi, il y a la question et comment est-ce que les niveaux d'intensité peuvent impacter les facteurs d'interaction entre les pieux. Et après, bon, la réflexion du point de vue de l'ingénierie, donc il y a encore du travail à faire pour déjà appliquer ce type d'approche pour prendre en compte l'ISS, mais on peut bien imaginer d'autres approches, tout par exemple la structure. Donc, c'est des approches sur lesquelles il y a un travail important, il y a un décennie en recherche, mais qui, pour moi, elles sont transférables directement à nos bureaux d'études pour nous permettre d'aller vraiment dans des cas où nous avons des situations de séisme très importantes. Merci beaucoup.